Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour le maintien de votre autonomie. Bonjour, bienvenue à Info Aînés. Aujourd'hui, on aborde une question fondamentale, mais parfois qu'on ne souhaite pas aborder trop jeune, mais on n'est jamais trop tôt. Le testament avec Maître Marilyn Hood. Alors bonjour Marilyn. Bonjour. D'abord, ça fait longtemps que vous pratiquez ce métier de notaire. Je vous dirais que oui, ça va faire bientôt 10 ans, c'est-à-dire au mois de février 2022 que je suis notaire. Malgré ma petite face, effectivement, j'ai quelques années derrière la cravate. Pouvez-vous nous expliquer le rôle du notaire? Le rôle du notaire, en fait, le notaire principalement est d'abord un juriste, c'est-à-dire qu'il a une formation en droit. Ensuite, nous sommes conseillers juridiques, donc nous pouvons conseiller les clients selon diverses situations qui les préoccupent. Toujours, par contre, quand il n'y a aucune chicane, parce que nous sommes une profession neutre, donc nous ne devons pas prendre parti pour un ou pour l'autre. Et finalement, nous sommes des officiers publics, donc tous les documents que nous signons ont un caractère d'authenticité, ce qui signifie qu'ils sont très difficiles à contester puisque nous avons vérifié la volonté et la capacité des parties. Comment les mortels peuvent faire un testament? Qui peut faire un testament? Un testament peut être fait par toute personne qui est majeure et qui est apte mentalement. C'est souvent un peu tabou. Les gens pensent que parce qu'ils vont faire un testament, ils vont décéder. C'est faux, malheureusement. Ça tombe pas malheur. Non, et si vous décédez en sortant de mon bureau après avoir signé un testament, ce n'est qu'un pur hasard. Il n'y a aucune preuve scientifique à ce niveau-là. En 10 ans de métier, c'est déjà arrivé? Non, jamais. Bon. Jamais. Donc, j'ai une bonne moyenne à ce niveau-là. Mais le testament, on le fait surtout pour ceux qui restent. Ça facilite grandement les personnes qui vont s'occuper de régler la succession. Habituellement, je vous dirais qu'on peut faire jusqu'à 3 testaments dans une vie. Le premier, c'est quand on commence à avoir des biens. Le deuxième, c'est quand on commence à avoir un conjoint sérieux, des enfants qui sont mineurs. On veut prévoir ce qui va advenir dans le cas où on ne sera pas là. Et finalement, le troisième, quand les enfants sont majeurs, on prépare notre retraite, donc on peut revoir à ce moment-là le testament. Bien entendu, le testament est toujours révocable, donc on peut en faire 15 si on veut dans sa vie. Il n'y a pas de limite. Et il y a aussi lorsqu'il y a changement de conjoint. Oui, effectivement. Oui, chose qui arrive de plus en plus de nos jours. À la CEF, on nous pose souvent des questions là-dessus. On n'est pas des spécialistes du testament, donc on préfère pas trop s'avancer sur ces terrains-là qui sont un peu glissants si on n'a pas les connaissances. Et il y a plusieurs sortes de testaments aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents types? Oui, effectivement. En fait, il y a principalement 4 sortes, on peut dire, de testaments. Le premier, c'est le testament holographe. Celui-ci est signé seulement de la main du testateur et il est écrit également entièrement à la main du testateur. On n'a pas besoin de témoin. La date n'est pas obligatoire non plus. Par contre, on conseille toujours aux clients de mettre une date parce que si jamais vous en avez fait un en 98 dans lequel vous nommiez votre conjointe comme héritière et qu'en 2002, vous faites un autre testament et que vous nommez votre maîtresse, bien, ce serait le fun de savoir lequel est le dernier pour savoir lequel on doit utiliser. Ensuite, ça, on a de la chicane. Oui, effectivement. Ensuite, on a le testament devant témoin. Le testament devant témoin, celui-là peut être rédigé par un moyen électronique, donc soit ordinateur, dactylo. L'important, c'est qu'il soit signé par le testateur et qu'il soit signé avec 2 témoins. Et il ne faut pas prendre un témoin qui est nommé au testament. Donc, si on nomme son frère comme héritier, il ne faut pas le faire signer comme témoin parce qu'on vient d'invalider le témoin, le testament. D'accord. Ensuite, on a l'institution contractuelle qui se trouve en fait dans un contrat de mariage. Donc, si on s'est marié il y a plusieurs années et qu'on a fait un contrat de mariage devant le notaire, à ce moment-là, on peut avoir mis une clause à l'intérieur qui s'appelle « Au dernier vivant les biens » et qui fait en sorte qu'on a légué tous nos biens au dernier, à celui qui reste. Donc, le premier décède, donne tous ses biens à l'autre. Donc, c'est dans le contrat de mariage qu'on retrouve cette institution-là, et sinon, le testament notarié. C'est quoi la valeur légale de ceux qu'on vient d'aborder? Bien, en fait, ils en ont une sous réserve qu'au jour du décès, il faut les vérifier.
les vérifier auprès soit d'un notaire, auprès d'un tribunal. C'est une procédure qui est obligatoire selon la loi. Et cette procédure-là, bien, elle a un certain coût. Souvent, c'est un coût qui, je vous dirais, est le double, si ce n'est pas le triple d'un testament notarié. Donc, oui, l'avantage du testament normal, testament holographe et testament devant témoin, c'est que ça coûte rien parce qu'on le fait nous-mêmes. Par contre, il a un coût lorsque l'on décède parce qu'on doit le faire vérifier. Donc, souvent, les gens pensent sauver de l'argent. Dans le fond, ça coûte plus cher, vous me dites. Oui. Et effectivement, parce que légalement parlant, on doit le faire vérifier. Cette procédure-là, elle est beaucoup plus chère que d'avoir fait un testament devant un notaire, qui, le testament devant un notaire, lui, est est prêt et valide dès que la personne décède. On n'a pas besoin de le vérifier. Et pouvez-vous nous parler du testament notarié un peu plus en détail? Oui. En quoi ça consiste? Le testament notarié, en fait, il est fait devant notaire. On prépare ça avec les clients. On fait 2 rencontres. La première rencontre, on rencontre le client. On regarde avec lui qu'est-ce qu'il veut mettre à l'intérieur de son testament. On a des clauses plus spécifiques, des clauses plus générales. Et par la suite, on prépare le testament et on se revoit une deuxième fois pour la lecture et la signature du testament. En fait, ce qui est avantageux de faire un testament notarié, c'est que d'abord, il va être repérable parce qu'on enregistre le testament directement à la Chambre des notaires. Donc, le jour où on décède, on fait une recherche pour s'assurer qu'il y a un testament et si oui, à quel notaire le détient. Donc, nous, on l'enregistre, donc on est sûr qu'il est retrouvé au jour du décès, comparativement au testament holographe ou devant témoin. S'il est caché à quelque part chez vous, bien, à ce moment-là, il peut ne jamais être retrouvé. Le testament notarié, son autre avantage, c'est qu'il ne peut pas être détruit. Il est conservé toujours dans la voûte du notaire, qui sont des voûtes qui, par un règlement, nous obligent à être à un certain degré de feu ou quoi que ce soit. Donc, il ne pourrait pas brûler, par exemple, exception de lac mégantic. Là, ce fut autre chose à ce moment-là. Mais dans les cas généraux, là, il ne peut pas être détruit, ce qui est un autre avantage parce que le testament holographe ou devant témoin, si c'est votre femme qui trouve le dit testament qui mentionnait votre maîtresse, il se peut très bien qu'elle le brûle ou qu'elle le déchire, donc il ne sera jamais retrouvé parce qu'il aura été détruit. Et finalement, un autre avantage du testament notarié, c'est qu'on est sûr que vous avez les capacités. On vérifie avec vous que c'est bel et bien vos volontés. Tandis que si vous l'avez fait vous-même, des fois, les termes légaux, c'est pas évident pour tout le monde qui n'en fait pas à tous les jours. Donc, peut-être que vous pourriez mêler un terme légal et ça pourrait défaire toutes les volontés que vous aviez au moment de le signer. D'accord. Et lorsqu'on fait un testament, disons, avec un notaire donné dans une région donnée, on veut faire des changements. Comment ça fonctionne si j'habite à l'autre bout du pays, disons? Est-ce qu'on doit faire avec la même firme ou est-ce qu'on peut choisir son notaire à chaque fois qu'on décide de faire des changements? Exactement. Vous n'êtes jamais lié à un notaire. On peut toujours aller voir n'importe quel notaire. Vous pourriez faire 15 testaments avec 15 notaires différents. La seule chose, c'est que si c'est seulement une modification, souvent le notaire avec qui vous allez faire affaire, va demander de voir l'Ancien Testament pour pouvoir le modifier. Donc, tant que vous avez votre copie, vous pouvez aller voir n'importe quel notaire au Québec parce que malheureusement, il n'y a pas de notaire ailleurs qu'au Québec. D'accord. Et si on a perdu sa copie? Vous pouvez toujours contacter le notaire. Un autre notaire pourrait faire la demande d'avoir le testament, par exemple, que vous avez gardé dans votre voûte? Je vous dirais que non, parce que c'est confidentiel. Donc, si la personne est toujours vivante, elle va devoir elle-même demander une copie conforme du testament à son notaire, parce que sinon, il nous faut une déclaration assermentée, puis bon, ça peut être plus compliqué. Donc, souvent, la personne doit juste refaire la demande à ce moment-là à son ancien notaire. Et, par exemple, il faut savoir qu'il y a probablement des coûts qui vont être reliés à l'émission d'une nouvelle copie conforme. Parlant de coûts, on peut s'attendre à quoi pour faire un testament, disons pour un jeune couple? Bien, c'est sûr que les prix peuvent varier d'un notaire à l'autre. On n'a pas de grille à respecter. On est vraiment libre de charger le prix qu'on veut. Donc, je vous dirais qu'en théorie, 2 testaments tournent habituellement aux alentours de 7 à 800 $, comparativement à une procédure de vérification qui peut être minimum 1500 $. Fait que comme vous voyez, on parle pratiquement du double du montant. Donc, si on investit maintenant, bien,
c'est un investissement qui va être payant pour la succession parce qu'elle n'aura pas à débourser ces frais-là. Qu'est-ce qu'un testament authentique? Un testament authentique, c'est le testament notarié. Donc, c'est celui que, bien sûr, moi, je vous conseille fortement parce que, justement, il a plusieurs avantages, comme je vous ai énuméré, comparativement aux autres testaments. C'est plus simple, ça facilite la vie et il y a plusieurs caractéristiques qui le différencient. Et on retrouve quoi exactement dans un testament? Qu'est-ce qu'on doit mettre? Dans un testament, on met plusieurs clauses. D'abord, il y a des clauses personnelles. On peut mentionner quelles sont les dispositions funéraires que l'on veut. Qu'est-ce qui va advenir de nos placements? Qu'est-ce qui va advenir est-ce qu'on veut faire des dons d'organes ou pas? Il y a des legs particuliers, donc on lègue quelque chose en particulier à quelqu'un en particulier. Sinon, il y a les legs universels, donc on lègue tout à une ou des personnes. On peut les mettre en pourcentage. On peut faire la division comme l'on veut. Ensuite, on identifie qui va régler la succession. Donc, qui sera le liquidateur. Plusieurs vont dire, ben, tu sais, je veux pas faire de chicane, je veux pas que quelqu'un ait de la peine parce que je l'ai pas nommé. Sachez que c'est pas nécessairement faire un cadeau de nommer quelqu'un comme liquidateur, c'est toute qu'une tâche. Donc souvent, il faut aussi y aller avec les capacités des gens, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plus papier, est-ce qu'ils sont moins papier. Donc à ce moment-là, c'est d'autres choses qu'on regarde dans le testament. Ensuite, on va évaluer si vous avez des enfants mineurs, on va prévoir des tuteurs, donc des personnes qui vont avoir la garde et l'autorité sur ces enfants-là. C'est sûr que c'est à condition que l'autre parent soit également décédé. Ça, c'est surtout les clauses, je vous dirais, spécifiques à chacun. Pour les clauses générales, on en a de toutes sortes. C'est surtout des clauses de protection. Par exemple, on va inclure une clause d'insaisissabilité. Donc, ce que vous allez léguer à vos héritiers ne sera pas saisissable par leurs propres créanciers à eux. On met aussi une clause de propre, donc tout ce qu'on lègue à nos héritiers est propre à eux. Donc, dans le cas d'un mariage et d'un divorce après avoir reçu l'héritage, ce que vous allez avoir transmis à vos héritiers ne sera pas séparable au moment du divorce. On énumère également tous les pouvoirs et les obligations du liquidateur afin de lui donner le plus de pouvoir possible, ce qui lui permet de ne pas avoir d'autorisation à demander au tribunal ou aux autres héritiers afin de finaliser la succession et de régler la succession. Puis je vous dirais que finalement, on a surtout une clause de lecture aussi qu'on peut ajouter, que si les gens veulent, on peut inciter les héritiers et le liquidateur à aller se faire lire le testament devant un notaire afin qu'ils comprennent bien leurs obligations et leurs droits dans la dite succession. Et pour ce qui est du liquidateur, est-ce qu'il doit consentir à être liquidateur ou on apprend ça comme ça au décès de quelqu'un? Je vous dirais que ça dépend de chacun. Si on veut en parler, on peut. Ça nous certifie qu'il y a des bonnes chances qu'ils disent oui. Donc, on n'aura pas à passer toute la liste de liquidateurs qu'on aurait pu nommer. Donc, il y en a qui en parlent. Il y en a qui trouvent ça plus tabou, donc ils n'en parlent pas. Mais je vous dirais que même si vous en parlez, ils peuvent accepter au jour où ce que vous leur demandez, mais au jour de votre décès, n'importe quoi peut être arrivé. Ils peuvent être malades, ils peuvent avoir des enfants en capacité amoindrie, peu importe. Ils peuvent refuser toujours à ce moment-là. Donc, c'est vraiment libre à chacun de décider s'ils veulent en discuter avec le futur liquidateur ou pas. Donc, il faut en faire une liste. Il faut en avoir quelques-uns, idéalement dans le testament, en ordre de priorité, j'imagine. Oui, idéalement, oui. On va en nommer un. Dans le cas de son prédécès, de sa renonciation, de son refus, on va en nommer un deuxième. On peut en nommer un troisième. On peut faire une liste très, très longue. C'est juste de s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un qu'on a prévu. Parce que dans le cas où on n'a pas de liquidateur de prévu, à ce moment-là, c'est les héritiers ensemble qui doivent déterminer qui est le liquidateur. Et des fois, ça peut faire place à la chicane de qui va être liquidateur à ce moment-là. Et c'est quoi les tâches et responsabilités du liquidateur? Principalement, il doit régler la succession. Donc, ce que ça veut dire, c'est que s'il reste des biens, il va devoir les liquider le plus possible pour en faire de l'argent ou partager les biens envers les héritiers. Donc, si un héritier veut la TV, l'autre la laveuse, l'autre le frigidaire, bien, c'est le liquidateur qui va déterminer où les biens vont aller. Et par la suite, bien, le liquidateur, il va se présenter aux institutions financières pour faire le transfert des comptes personnel à un compte de succession.
Le liquidateur va faire les impôts en cas de décès. Il y a les impôts durant la vie, l'année qu'on a été vivant, la partie de l'année où on a été vivant. Et on a un impôt également de succession à faire. Donc, c'est le liquidateur qui va faire ça. Donc, le liquidateur doit, dans le fond, liquider tous les biens afin de remettre les sous à la fin complètement à la succession. Donc, une fois qu'une personne s'est engagée dans le processus, j'imagine que c'est le notaire le contacte le liquidateur. C'est comme ça que ça fonctionne? Bien, en fait, c'est un peu à l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'une personne décède, on commence par aller au salon funéraire et par la suite, si la personne, le liquidateur, le désire, il peut appeler un notaire parce que la première étape sera de faire une recherche testamentaire pour aller trouver où est le dernier testament puis confirmer que c'est celui qu'on a dans les mains. Si c'est le cas, bien à ce moment-là, moi, quand j'émets des recherches testamentaires auprès des clients, je prends toujours la peine de faire une rencontre pour leur expliquer quelles sont les obligations, quelles sont les tâches à faire dans le cadre d'une succession. Si après, ils veulent mon aide pour différentes tâches, on signe un contrat de travail. S'ils disent « Parfait, moi, je vais me débrouiller tout seul », bien à ce moment-là, ils peuvent partir tout seuls et faire tout ce qu'ils ont à faire sans aucune aide professionnelle, si c'est ce qu'ils veulent. Des fois, il y en a qui pour économiser des sous. Il y en a qui, avec Internet de nos jours, pensent être bien outillés. Donc, on les laisse aller, mais le téléphone est toujours ouvert puis on peut toujours revenir dans le dossier si jamais ils en sentent le besoin. D'accord. Une fois qu'on a accepté d'être liquidateur, est-ce que quelqu'un peut dire « La tâche est trop lourde, je me retire » ? Oui, effectivement. On peut toujours démissionner. On peut même avoir commencé notre charge de liquidateur. Et si jamais on tombe malade ou on se rend compte que c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait, on peut toujours démissionner. Et à ce moment-là, on va prendre la prochaine personne qui est nommée pour savoir si elle veut le remplacer. Si c'est le cas, bien, on fait la transition. Sinon, bien, on passe au prochain, puis on passe au prochain, jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un qui veut bien s'occuper de régler la succession. Vous aviez parlé de recherche testamentaire. Oui. C'est long? Ça prend combien de temps avant d'avoir des résultats en moyenne? Je vous dirais en moyenne 1 mois, parce que de la manière que ça fonctionne, les notaires enregistrent leur testament 2 fois par mois, pour la période du 1er au 15 et la période du 16 au 30-31. Donc, si vous décédez le 1er du mois, bien, il faut attendre que la période soit terminée, que la Chambre des notaires ait analysé toutes les réceptions de rapports testament-mandat pour s'assurer qu'il n'y a pas un testament qui a été fait le 1er avant de décéder. Mais si vous décédez le 14, bien, la période d'attente avant que la dite période soit terminée va être moindre, donc ça peut être moins long, mais je vous dirais qu'en général, le temps de les recevoir par la poste, c'est 1 bon mois. Et qu'est-ce qui arrive si je décide de ne pas faire de testament? Si vous ne faites pas de testament, c'est à ce moment-là la loi qui vient établir quels sont les pourcentages remis et à quelle personne. Donc, on y va, c'est comme un tableau qu'on peut suivre, on y va par élimination. Si on a un conjoint marié, parce que c'est toujours si le conjoint est marié, si vous n'êtes pas marié avec votre conjoint, à ce moment-là, vous êtes réputé ne pas avoir de conjoint parce que les conjoints de fait, au point de vue de la succession, ne sont pas reconnus. Donc, vous pouvez avoir un conjoint de fait depuis 20 ans, avoir eu 15 enfants avec lui, mais malheureusement, il n'aura rien au jour du décès. Donc, toujours le conjoint marié. Si on décède et qu'on a un conjoint marié et des enfants, par exemple, ça sera 1/3 au conjoint marié et 2/3 aux enfants. Donc, le conjoint marié n'a pas automatiquement tous les biens de son défunt mari ou de sa défunte femme. Si vous n'avez pas de mari ou de femme, à ce moment-là, ce sera automatiquement les enfants qui auront 100%. Si on n'a pas d'enfants et pas de conjoint marié, c'est 1/2 au père et mère et 1/2 aux frères et sœurs. Donc, si dans le cas où vous êtes seulement un conjoint de fait, vous n'avez pas d'enfants, vous êtes copropriétaire d'une maison avec votre conjoint de fait, vous décédez, la moitié de la moitié, le quart, va aller à votre beau-père et à votre belle-mère, et l'autre moitié va aller à vos beaux-frères et vos belles-sœurs. Donc, des fois, on n'a pas nécessairement envie de négocier avec eux, surtout si on sait que le beau-papa ou la belle-maman nous a jamais aimés. Ça se pourrait que la chicane prenne et que ça finisse pas très bien. Quelqu'un qui est seul, plus de parents, frères, sœurs, qu'est-ce qu'on fait avec les biens de quelqu'un qui n'a plus personne autour de lui, qui n'a pas de nommé, personne, pas de testament? On peut aller jusqu'au 8e degré par la loi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de frère, pas de sœur, pas de père, pas de mère, pas d'enfant,
On s'en va sur les côtés. Est-ce qu'on a des neveux et des nièces? Est-ce qu'on a des mononcles, des matantes, des cousins, des cousines? On peut aller jusqu'au 8e degré et 1 degré équivaut à une génération. Donc, entre moi et mon père, j'ai 1 degré. Et on peut aller jusqu'au 8e degré comme ça, selon la loi. Et si jamais il n'y a vraiment plus personne, il y a eu un cataclysme ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ce serait probablement le ministre des biens non réclamés qui réclamerait les biens de chacun de la personne décédée, en fait. Donc, j'imagine que ce n'est pas arrivé souvent. Non, on finit toujours par retrouver des héritiers, puis il y a même des détectives qui se spécialisent dans la recherche d'héritiers. Donc, on peut les engager et ils peuvent retrouver les 10 héritiers. Donc, souvent, on trouve toujours quelqu'un qui veut bien avoir l'héritage. Lorsqu'on n'a pas de testament ou quelqu'un décède, n'a pas de testament, est-ce que vous avez des appels, des gens qui vous demandent de l'aide? Comment on fait pour régler ça? Bien, en fait, il y a des démarches à faire parce que vu qu'il n'y a pas de testament dans lequel on nomme directement les héritiers, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration d'hérédité dans laquelle on vient déclarer qui sont les héritiers. Donc, c'est un document notarié que les institutions financières vont exiger. Donc, le client, s'il me dit que la personne décédée n'a pas de testament, moi, je dois faire l'arbre un peu généalogique pour déterminer, selon la loi, qui va être les héritiers. Et à ce moment-là, je fais cette déclaration d'hérédité-là. Et on va devoir également nommer un liquidateur. Et ce liquidateur-là est choisi par les héritiers. Et c'est encore une fois des documents notariés. Donc, c'est des frais pour la succession qui vont équivaloir probablement aux frais que le client aurait payés s'il avait fait son testament au jour de son décès, avant son décès. Quand il y a de la chicane, est-ce que vous faites un peu de médiation lorsqu'il n'y a pas de testament, encore une fois? Oui, parce que nous, comme je vous ai un petit peu expliqué en début, notre travail, c'est un peu de faire de la médiation, c'est d'éviter la chicane. Donc, on essaie toujours de faire un petit peu de médiation. Il y a des notaires qui sont accrédités spécialement pour faire de la médiation, que ce soit commerciale ou successorale. Donc, oui, on essaye de se placer, d'essayer de négocier avec chacune des parties. Mais des fois, dès que la chicane est trop élevée, malheureusement, nous, on doit se retirer et laisser ça aux avocats pour qu'eux puissent régler. Puis quand il y a un juge qui vient dire « ben c'est comme ça que ça va se passer », nous, après ça, on peut exécuter. Mais habituellement, tout se passe dans l'harmonie. On en a vu quelques cas où des fois, c'est pas facile pour toutes les successions, mais il y a des belles successions aussi où les gens sont souvent en harmonie. Fait que la plupart du temps, ça va bien. Alors, merci beaucoup, Mme Hood. On poursuit d'ailleurs avec Maître Hood la semaine prochaine pour aborder le mandat d'inaptitude et la procuration. Parce qu'on se rappelle, pour faire un testament, on doit être apte à le faire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.